Si tu étais un poisson, aurais-tu réussi à survivre dans le grand océan Pantalassa du Dévonien? Et si tu étais un insecte terrestre, quel paysage aurais-tu côtoyé durant cette période? Souviens-toi, nous avons quitté récemment la Terre au Silurien. À ce moment-là de l'histoire de notre planète, il y a un grand paradoxe entre ce qui se passe dans les océans et sur les terres émergées. Dans l'eau, tout semble se développer et s'enrichir. De plus en plus d'écosystèmes ont éclos aux quatre coins de l'océan. De nouvelles espèces ont fait leur grande entrée, tandis que d'autres sont parvenues à se diversifier. Mais sur le continent, aucune vie ne semble encore possible. Mais tout cela va changer. Chers voyageurs, bien le bonjour. Nous continuons notre incroyable exploration de l'histoire de la Terre et aujourd'hui, nous partons au Dévonien. Il y a plus de 416 millions d'années, au cœur des premières plantes terrestres. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Au cours de notre histoire, depuis l'apparition des premiers organismes vivants sur la planète, il y a eu plusieurs grands épisodes de radiation que l'on peut classer en deux grandes catégories. La radiation évolutive distingue l'apparition intense de nouvelles espèces, en particulier après une crise écologique ayant conduit à une importante extinction. Notre planète a déjà vécu 5 extinctions de masse et d'autres extinctions mineures. On parle par ailleurs de radiation adaptive lorsque ces nouvelles espèces colonisent de nouvelles niches écologiques. Tu verras qu'au cours du Dévonien, nous aurons l'occasion d'assister à ce type de radiation, notamment au sujet des poissons. Pour le moment, dans l'océan, la vie est florissante. Sur le continent, c'est une toute autre histoire qui semble se jouer. Le spectacle qui s'offre sous nos yeux n'est que désolation. Et pour cause, la vie n'est toujours pas parvenue à se hisser jusque-là. Cependant, si l'on regarde plus attentivement, la vie n'est pas tout à fait inexistante sur le continent. Elle existe, mais uniquement sur le littoral. Au beau milieu du continent, il n'y a que roches et poussière. Il y a 430 millions d'années, la Terre était rocailleuse. Ici et là, proche des points humides, de la verdure colonisait le sol et la roche. L'atmosphère était un peu plus agréable à supporter, mais les rayons ultraviolets parvenaient encore partiellement à s'infiltrer. La vie était donc bien plus confortable sous l'eau. Voici la Terre, comme nous l'avons quittée il y a 419 millions d'années environ. C'est ici que nous allons accoster et débuter notre voyage au Dévonien, connu comme étant l'âge d'or des poissons. Tu comprendras d'ailleurs au terme de ce voyage pourquoi. Mais chaque chose en son temps. Commençons par voir quels sont les changements marquants du Dévonien avant de percevoir des éléments de réponse à ce qui a amené les poissons à occuper une telle place au sein de l'océan. La période du Dévonien débute environ il y a 419 millions d'années et s'étend sur 60 millions d'années. Elle prend donc fin il y a environ 359 millions d'années. Cette longue période du Dévonien est subdivisée en 3 sous-parties, avec, dans l'ordre, le Dévonien inférieur, le Dévonien moyen et enfin le Dévonien supérieur. Pour être plus précis encore, ces sous-parties ont elles-mêmes été subdivisées en périodes plus petites. Au Dévonien inférieur, on retrouve ainsi le Locovien, puis le Pragien et l'Amsien.
Au Dévonien moyen, les Féliens, le Givétien, enfin au Dévonien supérieur, on retrouve le Frasnien et le Famenien. C'est Roderick Murchison qui fut le premier à nommer cette période géologique. Le Dévonien tire l'origine de son nom au Devon, un lieu qui se trouve aujourd'hui au Royaume-Uni. Mais, comme tu t'en doutes, ces territoires actuels n'occupaient pas les mêmes espaces et les mêmes positions il y a quelques centaines de millions d'années. Nous allons débuter notre voyage au Dévonien par un petit tour d'horizon de notre planète vue du ciel. La carte qui s'offre à toi te permet de voir la place importante de l'océan sur notre planète. Il recouvre une large partie de celle-ci. C'était déjà le cas au Silurien. L'océan Pantalassa recouvrait alors une très grande partie de notre planète. Cependant, la disposition des continents et des océans était sensiblement différente. Au milieu de l'océan Pantalassa, on peut voir le continent Laurussia. Ce continent est tout jeune, puisqu'il s'est formé au Silurien. On peut également voir le continent Protocondwana, bien plus imposant, au sud de l'hémisphère. Ce dernier occupait d'ailleurs la majeure partie de l'hémisphère sud, jusqu'à ce que les activités de la Terre le poussent à déménager. Il glisse alors lentement vers le nord. Or, au nord, il y a le Laurussia. L'un et l'autre vont donc inévitablement venir se percuter. Ce choc et cette nouvelle proximité des continents vont engendrer une nouvelle configuration de notre planète et des terres émergées. Il s'agit des prémices de la formation de la Pangée, continent unique qui aura lieu un peu plus tard, au Carbonifère. Cette collision, outre la création de la Pangée, fermera l'océan centralien et élèvera d'imposantes chaînes de montagnes, dites hercyniennes, allant des Appalaches au massif silésien. Concernant la géographie et plus largement le climat, il y a un autre point important à connaître sur la période dévonienne. Nous avons ici une vue de la Terre au tout début du Dévonien. Si tu observes les continents et la Terre sous toutes ses facettes, tu pourras alors noter l'absence de calottes glaciaires importantes. Cela signifie donc que le climat était plus doux un peu partout sur la surface du globe. On enregistre des températures moyennes comprises entre 25 et 30 degrés Celsius environ. Au cours du Dévonien, le mouvement des plaques rapprochera certaines terres émergées vers le pôle sud. L'absence de calottes glaciaires n'aura donc duré qu'un temps. Comme tu peux le voir, quelques-unes apparaissent ici et là, près des pôles. Ce phénomène s'accompagne de quelques changements climatiques importants, comme tu peux l'imaginer, en sachant que la position des continents est toujours finalement assez proche des pôles, si on la compare à celle que nous connaissons aujourd'hui. Le continent connaît donc un refroidissement. Mais il n'y a pas que les calottes glaciaires qui ont un impact sur le climat. Les plantes jouent même un rôle prépondérant dans ce domaine. Comme tu vas pouvoir le voir de tes propres yeux, d'ici quelques minutes, les plantes se sont beaucoup développées au cours du Dévonien. Rappelle-toi, le Silurien annonçait les prémices de leur colonisation. On observait de nouvelles plantes le long des côtes et du littoral. Partout ailleurs, la vie semblait encore impossible. Au Dévonien moyen, les plantes parviennent enfin à se hisser plus profondément dans les terres. On voit apparaître sur le continent différentes espèces végétales et d'importantes radiations. Cette expansion est une bonne chose pour la vie sur Terre, bien sûr. Mais elle n'est pas sans conséquence pour le climat. Les plantes absorbent une grande quantité de CO2 dont elles tirent leur énergie. La chute du taux de CO2 entraîne alors, elle aussi, un rafraîchissement de l'air. Ce n'est pas un climat polaire sur toute la surface de la Terre. On parle d'un refroidissement généralisé, mais toute proportion gardée.
les températures restent clémentes et douces. On est bien loin d'une ère glaciaire globale. Comme rien n'est jamais immuable et fixe, au Dévonien supérieur, les températures cette fois remontent de quelques degrés. Là encore, nous aurons l'occasion durant notre voyage de comprendre l'origine de ce phénomène. Pour l'heure, nous avons rendez-vous en pleine mer, au beau milieu du Pantalassa. Tu as pu assister aux nombreux changements de la Terre dans leur globalité, mais il est temps pour toi de partir en immersion et d'observer de l'intérieur les impacts de chacun de ces événements sur les lieux mêmes de leur investigation, aux côtés des espèces qui en ont été les témoins. Il y a plusieurs millions d'années maintenant, la vie a éclos dans l'océan. C'est donc une jolie manière de lui faire honneur en choisissant comme point de départ de notre périple l'immensité bleue. Tu vas voir qu'ici, de nombreux changements ont opéré. Nous voilà sous l'eau. Quel genre de monstre aquatique vivait ici il y a des centaines de millions d'années? Regarde, le calme semble régner ici. La vie paraît prendre son temps. Elle est douce et paisible. Au fil des coraux et des algues, on distingue quelques petits organismes marins. Ils paraissent différents des coquillages que nous connaissons, mais ils ne sont finalement pas si éloignés que cela. Les uns et les autres, en quête de nourriture, fouinent dans le fond de l'océan. Ils trouvent ici tout ce dont ils ont besoin pour survivre. De quoi manger et se cacher d'éventuels prédateurs. Comment ne pas s'émerveiller devant un tel spectacle? Depuis le Cambrien, le paysage océanique s'est grandement diversifié. L'écosystème marin est riche et varié. Plusieurs espèces dépendent les unes des autres, et c'est ce qui maintient l'équilibre de la vie. On peut voir combien la nature est parvenue à s'installer durablement. Les animaux et les végétaux cohabitent de façon harmonieuse. C'était déjà le cas durant la période précédente. Mais la richesse de l'écosystème n'était pas aussi importante. Rappelle-toi, au Silurien, il n'y a eu aucune extinction majeure. Autrement dit, depuis plus de 20 millions d'années, les animaux vivent paisiblement dans l'eau. Cette période d'accalmie favorise le développement et la radiation de certaines espèces. Observons cela d'un peu plus près. Ici, nous sommes sur les hauts fonds marins. Nous sommes à quelques centaines de mètres des côtes. Les récifs coralliens que nous avons quittés au Silurien sont maintenant très présents et surtout bien plus étoffés. Certains grands récifs s'étendent sur des millions de kilomètres carrés. C'est un vrai petit coin de paradis pour y voir fleurir la vie animale aquatique. Les écosystèmes sont plus importants et se composent notamment d'éponges, de crinoïdes et de brachiopodes, de quelques trilobites et bien sûr de mollusques céphalopodes, des mollusques que nous avons vus exploser et se diversifier durant le Silurien. Au début du Dévonien, on retrouve donc des espèces bien connues de la période précédente. Mais celles-ci se sont développées et occupent un territoire plus large, plus étendu. Le climat uniformément chaud du début de la période favorise le développement des récifs. Les animaux constructeurs, comme les stromatopores, les coraux tabulés et les coraux tétracorallières, participent à cette extension du territoire de petits organismes marins. En véritables petits architectes des mers, ils construisent un abri où il fait bon vivre pour beaucoup d'espèces différentes. Celles-ci, malgré leurs différences, ont en revanche un point commun, leur niche écologique. Et les coraux tétracorallières participent à cette extension du territoire des petits organismes marins. Encore aujourd'hui, les récifs jouent un rôle fondamental dans l'écosystème marin. Ils constituent un abri et une ressource en nourriture sans cesse renouvelée.
Une telle beauté est, tu t'en doutes, bien fragile. Mais chacun semble avoir trouvé sa place dans ce cycle de vie sous-marine. On peut voir ici quelques brachiopodes. Ils connaissent au cours du Dévonien une très grande différenciation. Et puis il y a également ici un petit Lépidocaris. Lépidocaris est un arthropode de la classe des branchiopodes, à ne pas confondre avec les brachiopodes que nous venons tout juste d'apercevoir. Les brachiopodes sont des animaux caractérisés par une coquille bivalve. Les branchiopodes sont quant à eux une classe de crustacés. Dans cette classe, on retrouve aujourd'hui les crevettes et l'ordre des Anostraca, dont les Lépidocaris se rapprochent le plus. Les Lépidocarus ont vécu au Dévonien inférieur. Dans leur milieu de vie, on retrouvait également des Caraceae, une famille d'algues vertes d'eau douce. Les paléontologues ont pu étudier de nombreux fossiles découverts dans ce que l'on appelle aujourd'hui les gisements du Chert de Rhynie. La richesse de ce gisement est exceptionnelle. Beaucoup de spécimens fossiles étaient en bon état, et une partie d'entre eux suffisamment complets pour étayer des hypothèses. Le Chert de Rhynie contient des végétaux, des champignons, des lichens et des matières animales exceptionnellement préservées, grâce notamment aux dépôts volcaniques. Nous aurons l'occasion de retrouver ce gisement fossilifère dans d'autres occasions. Pour le moment, intéressons-nous de plus près aux Lépidocaris. Ce sont des animaux très petits. Le corps mesure 3 mm de long, mais compte 23 segments de corps et 19 paires d'appendices. Il n'a pas de carapace. Lépidocaris est l'un des premiers crustacés d'eau douce conservés. Il constituait sans doute en son temps l'un des premiers maillons de la chaîne alimentaire de son écosystème. En poursuivant notre route dans ces contrées océaniques, nous aurons peut-être la chance de rencontrer un autre genre de crustacés qui tient la même place dans la chaîne alimentaire de cet écosystème. Tiens, le voilà, Mysidacès. Le Mysidacé est lui aussi un petit crustacé. Un crustacé pélagique de l'ordre Mysida. Il a l'allure d'une petite crevette lui aussi, comme un mysis. La taille est inférieure à 3 cm. Les femelles adultes possèdent toute une poche incubatrice, un petit sac de couvée pour le décrire autrement. En rapport avec cette particularité, on la surnomme souvent crevette opossum. Les larves sont élevées dans cette poche. À l'âge adulte, les Mysidacées sont des filtreurs omnivores qui se nourrissent d'algues, de débris et de zooplancton. Cet autre petit crustacé qui se déplace juste devant toi est un Naecaris stuartzi. Le genre Naecaris pouvait arborer plusieurs formes, longues et élancées, courtes et robustes, avec une carapace profonde et arrondie, ou bien encore longue et étroite. Généralement, la carapace est fusionnée avec la tête. La mandibule ressemble à celle de Ceratiocaris, tandis que les maxillaires ressemblent à ceux des leptostracés. C'est un carnivore nectobenthique, c'est-à-dire qu'il nageait et évoluait en fond de mer. Allons maintenant un peu plus loin. Dans cette région océanique, il n'y a pas que des crustacés, tu t'en doutes. Il y a bien d'autres espèces à découvrir. Voici quelques-unes d'entre elles. Juste là, ce sont des gonianites. Les gonianites font leur apparition au début du Dévonien. Ce tout nouveau mollusque céphalopode de l'ordre des ammonoïdés n'en est qu'aux prémices de son évolution et de sa diversification. L'âge d'or de ces petits animaux se situe surtout au Carbonifère et perdure même jusqu'au Permien. Malgré tout, leur timide apparition au début du Dévonien marque un nouvel enrichissement de l'écosystème marin
et une diversification de sa population. Il aurait été dommage de passer à côté sans s'arrêter. Ce sont de très beaux spécimens marins. Comme d'autres animaux de ce type que nous avons pu rencontrer au fil de nos voyages, les gonianites ne dérogent pas à la règle. Ces mollusques possèdent une jolie coquille qui protège leur corps mou. Si ce gonianite nous y autorise, nous allons profiter de sa présence pour parler coquille, justement. Cette coquille est constituée de plusieurs chambres. Contrairement à d'autres animaux du même type, les séparations de ces chambres sont en forme de zigzag. La plus grande des chambres est habitée par le mollusque, tandis que les autres permettent à l'animal de gérer ses déplacements ou sa stabilité dans l'eau. Il peut en effet nager, si l'on peut dire, en pleine mer. Pas très bien, je te l'accorde, mais la capacité mérite tout de même d'être soulignée. Le gonianite est également doté de 2 yeux, plutôt bien développés, et de tentacules. Les tentacules sont l'un des critères définissant l'ordre des céphalopodes. Ces animaux invertébrés possèdent en effet 8 bras munis de ventouses. Ces bras permettent aux gonianites de se nourrir. De quoi? Le mystère reste entier. Les scientifiques ont pu étudier quelques spécimens de ces gonianites. Mais malheureusement, le temps joue contre nous et très peu de fossiles sont suffisamment préservés pour déceler des résidus dans l'estomac. Ces résidus sont pourtant de précieux indices et un témoignage essentiel pour émettre de véritables hypothèses de réponse. Cependant, si nous ne savons pas vraiment ce qu'ils mangeaient, nous sommes en revanche certains de ce qu'ils ne mangeaient pas. Le gonianite n'a pas de mâchoire calcifiée, comparable à celle des ammonites, par exemple, un autre membre du groupe des ammonoïdés. Cette absence de mâchoire calcifiée laisse donc à penser qu'ils ne pouvaient sans doute pas se nourrir ni de coquillages, ni d'animaux à carapace dure. On retrouve encore quelques fossiles de ces animaux dans la région du sud-est du Maroc. Il est déjà temps de quitter ce jeune céphalopode pour découvrir une nouvelle zone océanique et parcourir d'autres contrées marines. Sur notre chemin, juste sous tes yeux, ce sont des graptolites pélagiques. Ils sont encore présents au début du Dévonien, mais ils ne parviendront pas à s'adapter au-delà de cette période et disparaîtront. Quelques graptolites benthiques arriveront quant à eux à faire un bout de chemin encore quelques millions d'années, puisqu'on a pu étudier quelques fossiles retrouvés datant du Carbonifère. En parcourant le sol marin des yeux, tu devrais maintenant apercevoir un animal que l'on surnomme scorpion de mer. Tu ne pourras pas le rater, il est de taille imposante. Ici, la plupart des petits organismes marins que nous avons pu voir doivent se méfier de la présence de ce prédateur. Il est plutôt féroce et un très bon chasseur. Il s'agit de l'Euryptéride. Celui qui se déplace ici est sans doute un membre du genre Pterigotus. C'est l'un des plus grands connus à ce jour, mais aussi l'un des plus grands arthropodes de tous les temps, aux côtés du mille-pattes géant Arthropleura. Il était carnivore et se nourrissait notamment de Brontoscorpio et de Céphalaspis. Si les Euryptérides étaient de formidables prédateurs, c'est parce qu'ils étaient parfaitement équipés pour devenir les plus grands chasseurs marins de leur époque. Beaucoup d'animaux marins à queue ne peuvent la mouvoir qu'horizontalement. Chez les scorpions de mer, elle était verticalement inflexible, mais elle était en revanche très mobile sur le plan horizontal. Les scorpions de mer pouvaient donc plier leur queue et se propulser sur leur cible, selon les chercheurs. Ils attaquaient et tuaient leur proie avec des attaques latérales à l'aide de leur queue dentée. C'est ce que l'étude d'un spécimen fossilisé, Slimonia acuminata, a permis de révéler.
Les euryptérides ont été nombreux et se sont beaucoup diversifiés au fil des millénaires. Mais cette grande diversification ne suffira pas pour préserver cette espèce de ce qui l'attend. L'arrivée de prédateurs d'un nouveau genre va bousculer les habitudes et la niche écologique de l'euryptéride, un milieu dans lequel ce scorpion était pourtant le roi jusqu'ici. Il était en effet le prédateur alpha. Autrement dit, il était tout au sommet de la chaîne et ne craignait rien ni personne. Pas étonnant au vu de ses nombreux atouts pour la chasse. Mais l'âge d'or de l'euryptéride, c'est le silurien. Le dévonien est celui des poissons. Bientôt, lui aussi va apprendre à se cacher. Que ressent-on lorsqu'on est traqué par l'ennemi? Comment parvient-on à lutter pour sa survie chaque minute, chaque instant, sans s'épuiser? La peur n'était pas un sentiment connu pour lui. Il va pourtant devoir apprivoiser ce sentiment et apprendre à se protéger, agir avec stratégie, savoir se camoufler et réagir rapidement en cas de danger s'il veut survivre. D'ici quelques millions d'années, au Carbonifère notamment, les euryptérides, tels que l'Adelophthalmus pirae, vont être en capacité de respirer à l'air libre, alors même que ce sont des spécimens principalement aquatiques. Mais pour le moment, ce n'est pas lui qui devrait être attentif à ses arrières et se montrer le plus vigilant, mais bel et bien ce nautiloïde. Profitons de cette rencontre pour en apprendre davantage sur cette espèce. Ce sont des animaux tétrabranchiaux, c'est-à-dire pourvus de 4 branchies, dont le corps est entièrement protégé par une coquille. Les nautiloïdes étaient des charognards et des prédateurs opportunistes, dotés d'un puissant bec grâce auquel ils pouvaient manger des crustacés ou des coquillages par exemple. Ce bec, on l'appelle rhyncolite. À la période de l'Ordovicien, les orthocéras étaient de grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Mais, comme les euryptérides au Dévonien, le chasseur est devenu la proie de nouveaux prédateurs. Lors du Silurien, les Peismoceras ont développé une morphologie un peu particulière. L'enroulement n'est pas entièrement planispiralé. On parle alors de nautiloïdes orthocones et cyrtocones, avec des formes longues et allongées, ou bien enroulées sur elles-mêmes. Au Dévonien, ce groupe connaît l'une de ses plus grandes périodes de diversification. La très grande majorité de la faune de nautiloïdes était encore pour beaucoup composée d'orthocones et de cyrtocones. Parmi ceux-ci, les genres Spiroceras, Cyrtoceras, Bactrites ou encore Isorthoceras font partie des plus connus et des plus fréquemment trouvés à cette période. Quelques gyrocones se sont également développés durant le Dévonien. On peut citer dans ce groupe les genres Trochoceras ou Pnenoceras par exemple. D'autres espèces comme les trilobites sont bien connues car ils étaient déjà présents aux périodes précédentes. Mais sache qu'ils ne parviendront pas à survivre encore bien longtemps. Les trilobites déclinent un peu plus à chaque nouvelle période géologique. Au Dévonien, certains parviennent à tirer leur épingle du jeu et subsister encore un temps. Apparus au Cambrien, ils vont perdurer jusqu'au Permien. Une période qui s'étend donc sur près de 250 millions d'années, ce qui en soi est une belle performance. Cotecops fernandini fait partie de ces trilobites encore largement présents dans l'océan au Dévonien. Ils ont un atout qui leur permet peut-être de se faire une place dans l'océan. As-tu une petite idée de ce que cela peut être? Observe son corps. Y a-t-il encore quelque chose qui t'interpelle? Non? Alors, je vais te mettre sur la voie.
il faut diriger ton regard sur ses yeux. Comme de nombreux trilobites, Cotecops fernandini possède une caractéristique étonnante. Ses yeux, composés de nombreuses facettes, sont aussi très grands. Ils lui permettaient une vision à 360 degrés. Un sacré avantage pour rechercher ces petites proies sur le fond marin. Tu ne crois pas? Jusqu'ici, nous avons vu beaucoup d'animaux marins, de toute taille et de toute forme, mais rien qui pourrait faire concurrence aux euryptérides. Pourtant, souviens-toi, je t'ai dit que celui-ci avait perdu sa place de prédateur alpha. Un animal bien plus gros, plus féroce et mieux équipé pour la chasse parcourt donc cet océan. As-tu une idée de qui il s'agit? De la forme qu'il peut avoir, du groupe d'espèces dont il fait partie, ou encore de sa taille? Tu as déjà dû entendre parler de lui. Un prédateur redoutable. C'est un poisson. Il s'agit du Dunkleosteus. Dunkleosteus est un genre éteint de grands placodermes ayant vécu durant le Dévonien supérieur. De nombreux fossiles ont été découverts en Amérique du Nord, en Pologne, en Belgique ou encore au Maroc. Le genre comprend une dizaine d'espèces, dont certaines figurent parmi les plus grands placodermes connus. Selon certaines études, les scientifiques estiment que les plaques osseuses sur la tête des plus gros spécimens pouvaient atteindre 4 cm d'épaisseur. Une cuirasse infaillible, si j'ose dire. On estime également la longueur de son corps proche des 10 mètres. Même si d'autres analyses plus récentes ont revu à la baisse ces estimations et penchent plutôt pour une longueur de 4 mètres environ, il n'en reste pas moins un poisson d'une taille plus qu'imposante. Dans tous les cas, il reste d'ailleurs le plus grand prédateur que la Terre ait connu au Dévonien. Ses dents, ou plutôt ses plaques osseuses en forme de pointe s'apparentant à des dents, sont une arme de chasse infaillible. On parle de proto-dents. Ce sont les prémices, si l'on peut dire, de véritables dents. Si elles ne ressemblent en rien à ce que l'on pourrait imaginer lorsque l'on parle de dentition, ne doute pas de leur puissance. Une dentition primitive ne signifie pas pour autant moins dangereuse. Celle du Dunkleosteus était même redoutablement efficace. Elle formait un bec capable de venir à bout de tout ce qui venait à sa bouche, os et cuirasse compris. Sa mâchoire avait également un grand angle d'ouverture et se refermait telle une guillotine sur sa proie. Nul ne pouvait en réchapper. Les Dunkleosteus deviennent les terreurs des mers des océans du Dévonien. Cette rencontre est une belle occasion de revenir sur les changements opérés chez les poissons. Il est temps pour nous de découvrir l'ampleur de la radiation chez ces animaux et en quoi celle-ci a entraîné une véritable révolution dans toutes les eaux du globe. Que ce soit en mer ou sur terre, chez les poissons, les arthropodes ou encore les végétaux, il y aura un avant dévonien et un après. Des profondeurs à la surface, les poissons règnent en maîtres. Ils sont devenus au fil du temps des prédateurs redoutables et très dangereux. L'atmosphère est pesante, peu rassurante. Le calme apparent ne dure jamais bien longtemps. Ces petits animaux le savent mieux que quiconque. Même les plus gros ne sont pas à l'abri, car les prédateurs dont nous venons de parler sont monstrueux ou gigantesques, parfois les deux, et assoiffés de sang. Si les choses ont changé, que les poissons ont fini par prendre le pouvoir dans l'océan, c'est parce qu'ils ont évolué. Ils se sont adaptés et sont parvenus à conquérir de nouvelles niches écologiques pour le plus grand désarroi de leur proie. Ce n'était pas le cas avant. Les poissons étaient des animaux vivants plutôt dans les fonds marins et se nourrissaient au sol.
c'est ce que l'on appelle des poissons benthiques. Pour mieux comprendre le nouvel enjeu chez les poissons, sache qu'il y a plusieurs zones dans l'océan. On les différencie car ce qui les caractérise les sépare nettement l'une de l'autre. Elles constituent en effet chacune une niche écologique bien distincte. Dans l'océan, on distingue donc la zone pélagique de la zone benthique, ou bien encore de la zone phathique, par exemple. La zone phathique ou zone épipélagique est la région de l'océan qui repose sur le plateau continental. Elle s'étend de la surface jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Le mot épipélagique vient des mots grecs « épi » qui signifie « à la surface » et « pélagique » qui signifie « de la mer ». Cette zone est aussi nommée la zone phathique, parce que c'est dans cette zone que les rayons du soleil peuvent suffisamment pénétrer les eaux pour que la photosynthèse puisse se produire. La profondeur maximale pour cette zone dans des eaux océaniques libres et claires est de 200 mètres. Au-delà, on parle de zone pélagique. C'est la partie supérieure, comprenant la colonne d'eau, c'est-à-dire la zone entre le fond et la surface de l'eau. Elle se situe juste en dessous de la zone phathique. Selon les étages, la profondeur et les caractéristiques de ces derniers ont défini différentes zones pélagiques, notamment la zone mésopélagique, bathysopélagique, abyssopélagique et enfin la zone hadale qui correspond aux fosses océaniques. La zone benthique, quant à elle, correspond au fond marin. À différents étages et niveaux de profondeur, les animaux profitent du sol marin, sur le talus continental, le glacis continental, le plateau ou la plaine abyssale. Une très grande majorité de poissons, les ostracodermes notamment, occupaient jusqu'ici quasi uniquement la zone benthique, c'est-à-dire les sols marins. Jusqu'à présent, nous étions donc face à des poissons benthiques qui se nourrissent en raclant le fond marin à la recherche de nourriture. Outre le fait qu'ils sont des proies parfaites pour les euryptérides, les fameux scorpions de mer, ce sont des poissons qui vivent sur une partie bien définie de l'océan. Mais cela va changer. Ces poissons ne vont plus occuper seulement la zone benthique, mais vont partir conquérir la zone pélagique, plus en hauteur, et profiter pleinement de cette colonne d'eau fraîchement acquise. La grande radiation des poissons est l'un des bouleversements les plus importants à noter au cours du Dévonien. La morphologie de ce groupe animal va connaître de nombreux changements. Ces changements pointaient déjà le bout de leur nez à la toute fin du Silurien, si tu te souviens bien de ce dernier voyage. Mais c'est bel et bien au Dévonien que tout commence véritablement pour ces espèces. Ce n'est qu'au cours de cette période charnière que l'on peut réellement apprécier les bénéfices de ces évolutions. Les ostracodermes, très présents au Silurien, cèdent maintenant aux Dévoniens de plus en plus la place aux poissons placodermes. Ces derniers cherchent à s'imposer dans le monde marin. Les placodermes, s'ils sont sensiblement différents de leurs cousins ostracodermes, ont tout de même préservé quelques-unes de leurs caractéristiques principales, notamment leur fameux blindage extérieur. Mais ils sont aussi équipés dorénavant de mâchoires, comme tu as pu le comprendre en découvrant Dunkleosteus. On différencie ainsi deux grands groupes. En premier lieu, les poissons sans mâchoire, appelés agnates, et en second lieu, les poissons à mâchoire, appelés gnatostomes. Si l'arrivée des mâchoires chez les poissons est une telle révolution, c'est parce qu'elle modifie leur mode d'alimentation, mais aussi leur lieu de vie. Ce ne sont plus des poissons benthiques, des bas-fonds, mais des poissons à mâchoire qui prennent de la hauteur. Ils quittent la zone benthique pour coloniser la zone pélagique de l'océan.
Ces poissons sont dotés de mâchoires articulées, mais également de ceux qui s'apparentent aux premières dents. Ce n'est pas encore une dentition à proprement parler, comme tu le sais déjà, mais plutôt des excroissances osseuses. Pointues et solides, elles font malgré tout parfaitement le travail. Il n'y a qu'à voir d'Encleostus en pleine chasse pour s'en rendre compte. Personnellement, je n'y mettrai pas les doigts. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également des nageoires spécialement conçues et dédiées à la nage. Les poissons peuvent se mouvoir avec bien plus d'aisance, gagner en précision, mais aussi en rapidité. Avec de tels atouts pour se déplacer et maintenant armés de pseudo-dents, ils peuvent donc se défendre. Ça change toute la donne. Les cartes sont redistribuées. Ils passent dès lors de la catégorie de proie à celle de prédateur. Ils vont se mettre à chasser pour se nourrir. Cette nouvelle position dans l'océan, le Dencleostus en profite pleinement durant tout le Dévonien, comme tu as pu le voir à l'instant. Mais, comme tu l'imagines sans doute, il est bien loin d'être le seul. Drepanaspis, un poisson agnate, occupe encore l'océan au début du Dévonien. L'étude de cette espèce te permettra de voir la différence marquée entre les agnates et les gnatostomes. Contrairement aux autres hétérostracés dont il se rapproche, Drepanaspis n'a pas la bouche située vers le bas, mais vers l'eau. Il reste pourtant un animal fouisseur, un poisson benthique en somme. Cet agnate a, comme beaucoup de ses semblables, un corps blindé qui le protège de beaucoup de prédateurs. C'est une espèce de poisson assez particulière et finalement identifiable avec sa forme aplatie et ce corps si fortement cuirassé. Il se rapproche finalement par son aspect aux raies actuelles puisqu'il est également doté de petits yeux très espacés. Outre le fait de ne pas avoir de mâchoire, la grande caractéristique de ce type de poisson est de ne pas avoir de squelette interne, mais une carapace faite de plaques osseuses et d'écailles très robustes. Malgré cette force apparente, tout comme d'autres membres de son groupe, il ne parviendra pas à atteindre la prochaine période géologique. Les poissons sans mâchoire sont apparus il y a déjà plusieurs millions d'années. Mais au cours du Dévonien supérieur, l'expansion des gnatostomes se fera au détriment des poissons sans mâchoire. De nombreuses espèces membres de ce groupe vont ainsi disparaître au cours du Dévonien supérieur, telles que les anaspides, télodontes, galéaspides et les ostéostracés. En revanche, les poissons à mâchoire, eux, vont profiter de l'aubaine. Ils se développent et se diversifient très largement. Au cours de l'histoire des vertébrés, les gnatostomes apparaissent dès l'Ordovicien supérieur, il y a 445 millions d'années, mais restent extrêmement rares jusqu'à l'extrême fin du Silurien ou le début du Dévonien. Il y a environ 420 à 410 millions d'années, il montre une remarquable radiation évolutive, avec l'émergence des placodermes, chondrichtiens et ostéictiens. Les poissons à mâchoire forment un très grand groupe, appelé gnatostomes. Ces derniers ont donné naissance aux poissons cartilagineux, comme les requins, que l'on appelle les chondrichtiens. Ces derniers donneront naissance par la suite aux requins, mais également aux raies, comme la magnifique raie manta, très connue pour sa taille et sa beauté si singulière. Les gnatostomes incluent un très grand groupe formé par les ostéictiens. Ce dernier regroupe les poissons osseux. Apparaissent alors les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens. Le grand groupe des ostéictiens se développe largement au cours du Dévonien, justement grâce à l'expansion de ces deux sous-groupes, les actinoptérygiens et les sarcoptérygiens.
Chez les premiers, les actinoptérygiens, tu peux voir des nageoires bien plus développées. Ce sont les poissons à nageoires rayonnées, autrement dit à arêtes. On gagne donc en vitesse et en aisance dans l'eau. Chez le second, en revanche, les poissons à nageoires charnues, les sarcoptérygiens, elles le sont beaucoup moins. Ce n'est pas une mauvaise chose pour autant, puisque c'est sans doute ce qui lui permettra de donner naissance aux crossoptérygiens, un groupe qui donnera plus tard naissance aux tétrapodes. Pour rappel, les tétrapodes sont des animaux vertébrés dont le squelette comporte habituellement 2 paires de membres locomoteurs, un cou et dont la respiration est normalement pulmonaire. Les dinosaures en sont issus, tout comme nous, les humains. Mais revenons aux dévoniens et à nos 2 groupes de poissons émergents. C'est l'apparition des actinoptérygiens et des sarcoptérygiens qui nous intéresse ici, des poissons ostéictiens, c'est-à-dire des poissons osseux avec des nageoires rayonnées ou charnues. Après eux, nous reviendrons également sur les chondrichtiens, ce nouveau groupe apparu au Dévonien. Les ostéictiens actinoptérygiens, ou poissons à nageoires rayonnées, sont des poissons plutôt doués en mer. Voici Caerolepis. Remarques-tu chez lui plus d'aisance dans l'eau que chez le poisson agnate que nous avons pu voir? Ce Caerolepis semble mieux adapté pour nager plus vite, plus longtemps, et mieux optimiser ses trajectoires. Pouvant atteindre une 50aine de centimètres de long, les Caerolepis présentent un ensemble de caractères physiques qui feront le succès des actinoptérygiens. Il y a bien sûr les nageoires à rayons qui donnent son nom au groupe. Mais on distingue aussi de grandes orbites qui laissent deviner une bonne vue, compétence très utile pour la chasse. Dotés en plus d'une mâchoire à très grande ouverture, équipés d'une série de dents bien pointues, les Caerolepis étaient assurément des prédateurs efficaces. Leur territoire de chasse privilégié se trouvait principalement dans les estuaires. En observant son corps, tu as déjà remarqué que celui-ci était fort et élancé, parfaitement conçu pour la nage rapide et soutenue. Autrement dit, si l'on ajoute à cela sa vue perçante, il a de nombreux arguments à faire valoir pour la prédation. Attention cependant, le fait d'être un prédateur ne l'empêche pas pour autant d'être lui-même une proie. Pour en apprendre davantage sur le mode de vie des animaux disparus, les scientifiques ont plusieurs méthodes et outils à leur disposition. Ils étudient notamment les coprolites. Ce sont des fragments de matière fécale durcie et classifiés prenant l'aspect d'un petit caillou, autrement dit des excréments fossilisés. Dans ces excréments, il arrive que les scientifiques parviennent à déceler des traces de leur repas et donc de leur régime alimentaire probable. Des écailles de Caerolepis ont été retrouvées dans des coprolites. Cela signifie donc que les Caerolepis ont été en position de proie. Il leur arrivait également de se dévorer entre eux, comme le montre un fossile de Caerolepis avec l'un de ses semblables plus petit dans l'abdomen. La concurrence devait être rude dans la famille Caerolepis. Seul le plus fort, le plus rapide et le plus stratège parvenait à survivre. La vie de ce prédateur n'est donc pas un long fleuve tranquille. Malgré tout, le mode opératoire de Caerolepis est une grande révolution dans l'univers des poissons. L'étude des os de son crâne a révélé que la grande amplitude avec laquelle il pouvait ouvrir la bouche devait lui permettre d'avaler des proies, faisant jusqu'à 2/3 de sa propre longueur. Les agnates, les acanthodiens, de même que les jeunes sarcoptérygiens et placodermes, devaient donc tous possiblement faire partie de son menu. Espérons qu'il n'ait pas l'appétit trop féroce. Laissons celui-ci à sa partie de chasse pour découvrir le second groupe qui nous attend maintenant, les sarcoptérygiens. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux.
Les sarcoptérygiens sont eux aussi des ostéictiens. La grande différence avec les actinoptérygiens se situe principalement au niveau de leurs nageoires, puisque ce sont des poissons à nageoires charnues et non à nageoires rayonnées. Mais cette différence est loin d'être la seule. Leur caractéristique principale, tout du moins celle qui va nous intéresser principalement ici, ce sont leurs poumons. Et oui, ce sont les premiers poissons à être dotés de branchies, mais pas que. Ils sont capables de respirer une petite bouffée d'air pur à la surface. Autre fait marquant question morphologie, leur rapprochement avec les tétrapodes. Attention, il ne faut pas faire de conclusions trop hâtives. Ce ne sont pas encore des tétrapodes bien qu'ils s'en rapprochent. On les appelle alors les tétrapodomorphes. Commençons par le premier d'entre eux, le Eusthénoptéron. L'Eusthénoptéron est l'un des membres les plus connus de Sarcoptérygiens. Il est en effet celui qui se rapprocherait le plus des tétrapodes. Il possède le même modèle d'os crânien qu'Ichthyostega et Acanthostega, eux aussi très proches des tétrapodes à venir. Eusthénoptéron, comme d'autres poissons de la classe des Tétrapodomorpha, possède des narines internes, appelées coanes, une caractéristique que l'on retrouve seulement chez les animaux terrestres et chez les sarcoptérygiens. Il a également la denture de tétrapode primitif. On voit donc ici que l'évolution et la radiation évolutive commencent à jouer leur partition. Des changements physiques et métaboliques s'opèrent au sein de cette famille. Autre caractéristique importante à noter, comme d'autres sarcoptérygiens, Eusthénoptéron possède un crâne en deux parties qui pivotent à la moitié de l'articulation intracrânienne. Mais si Eusthénoptéron est si populaire, c'est pour une autre de ses particularités. Son endosquelette comporte un numérus, un ulna et un radius sur la nageoire avant et un fémur, un tibia et une fibula sur la nageoire arrière. Ces noms te disent quelque chose, non? Ces caractéristiques, on les retrouve chez les tétrapodes, des vertébrés avec deux paires de membres locomoteurs. À travers de récentes études, on sait aujourd'hui que cette caractéristique du squelette d'Eusthénoptéron est en fait une caractéristique générale des nageoires des sarcoptérygiens fossilisés, et non une particularité d'Eusthénoptéron. Cette révélation permet d'admettre une nouvelle conclusion. Les tétrapodes sont sans doute issus de ces derniers. Mais un autre point reste à éclaircir. Pourquoi les ostéictiens ont-ils été amenés à évoluer vers les sarcoptérygiens, des poissons avec un tel squelette et des poumons primitifs? Si nous sommes parvenus à comprendre l'impact des dents sur les poissons amenant à la conquête de nouveaux territoires marins, nous devons maintenant comprendre pourquoi certains d'entre eux ont adopté de nouvelles adaptations à la vie sur Terre. Durant le Dévonien, les saisons sèches et chaudes étaient très rudes, entraînant des complications importantes pour beaucoup d'espèces aquatiques. Quand le niveau des lacs a baissé, les poissons se sont retrouvés avec peu de dioxygène et sont morts probablement par anoxie, avant l'assèchement total de la zone. Cette situation a exercé une pression sélective que seuls des poissons comme l'Eusthénoptéron étaient préparés à supporter. Il peut se déplacer de manière épisodique sur Terre, puisqu'il est doté de poumons rudimentaires. Les poissons tétrapodomorphes ont bénéficié de plusieurs adaptations favorisant leur capacité à sortir de l'eau, même si nous en sommes encore qu'aux prémices d'une vie terrestre possible. C'est le cas d'Eusthénoptéron, mais aussi de Panderichthys rhombolepis, Tiktaalik, Acanthostega ou bien encore Ichthyostega. Allons tout de suite à la rencontre de certains d'entre eux pour mieux comprendre ce passage d'un monde aquatique à un monde terrestre.
Oh, attention, c'est un Ineria qui nage dans notre direction. Ineria peut peser jusqu'à 2 tonnes et mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Si aujourd'hui la vue d'un requin fait froid dans le dos, à l'époque, c'était de ce type de poisson carnivore dont il fallait se méfier le plus. Plus un recoin de l'océan n'est en paix. Le danger rôde à chaque instant. Son instinct de prédation et son appétit semblent insatiables. Poursuivons notre route. Un peu plus loin, d'autres tétrapodomorphes nous attendent. Voici un Coléacanthès. Il a des capacités étonnantes, tu vas voir. Le groupe des Coléacanthès est apparu lors du Dévonien, il y a 410 millions d'années. Et contrairement à d'autres, il a survécu jusqu'à nos jours. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'a que très peu évolué en plus de 300 millions d'années. Les Coléacanthès vivent entre 100 et 400 mètres de profondeur sur les marges ouest et est de l'océan Indien aujourd'hui. En septembre 2015, une équipe scientifique franco-brésilienne publie dans la revue britannique Nature Communications une découverte sur les Coléacanthès. L'étude à l'European Synchrotron Radiation Facility d'un échantillon de ce poisson à l'aspect préhistorique et en voie de disparition a permis de mettre en évidence la présence d'un poumon caché non fonctionnel. Il jouerait un rôle de stabilisateur rempli de graisse, lui permettant d'évoluer jusqu'à 800 mètres de profondeur. Ils possèdent également une poche de gaz avec des parois épaisses. Ils l'utilisent lorsqu'ils sont près de la surface, aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Il semble avoir encore beaucoup de choses à nous apprendre sur les mystères qui planent autour de son espèce. Malheureusement, le temps joue contre la montre. La population des Coélacanthès est très réduite et l'espèce est aujourd'hui en grand danger d'extinction, et ce, malgré leur grande longévité. La précédente étude menée en 1977 évaluait la durée de vie des Coélacanthès entre 20 et 25 ans environ. On peut en effet estimer sa longévité grâce aux stries sur ses écailles. C'est un peu comme les cernes d'un arbre. À chaque strie, son année. C'est ainsi qu'en 1977, les premiers résultats d'analyse tombent et l'estimation est alors de 25 ans environ. Mais en 1977, les moyens techniques étaient plus limités qu'aujourd'hui. Le microscope polarisé offre aujourd'hui des résultats bien plus précis. Les examens sur les fossiles ont été repris à zéro afin de déceler de nouveaux éléments et peut-être confirmer ou infirmer des hypothèses. Les scientifiques estiment depuis cet examen que les Coélacanthès peuvent vivre une centaine d'années. Cela expliquerait également leur longue période de gestation. C'est assez rare une telle durée, et c'est sans doute l'une des plus longues chez les animaux marins. Combien de temps penses-tu qu'elle puisse durer? Chez les baleines à bosse, la gestation dure 11 mois. Chez les orques, entre 15 et 18 mois. En revanche, chez les Coélacanthès, elle durerait près de 5 ans. Bien que certains membres du genre Coélacanthès soient nos contemporains, ils ne sont pas aussi résistants et à l'abri d'une extinction que l'on pourrait le croire. Les espèces qui ont un cycle de vie très long sont plus sensibles aux perturbations naturelles et à l'action humaine, du fait du taux de remplacement très faible des générations âgées par les générations plus jeunes. Il n'est pas le seul genre de poisson déjà présent au Dévonien, encore présent au XXIe siècle. Que dirais-tu de rencontrer un autre de ses contemporains? Il s'agit des Dipneustes. Ils sont eux aussi des animaux aquatiques assez particuliers et doués de capacités extraordinaires. Leur nom signifie « respiration double » car, en plus des branchies, tous les Dipneustes ont un ou des poumons fonctionnels permettant la respiration aérienne. Tout comme les autres membres des sarcoptérygiens, les Dipneustes ont donc des poumons primitifs.
Ils ont également toutes les caractéristiques annonçant les tétrapodes. On peut voir une nageoire pectorale allongée, avec de nombreux mésomères, des tubules rostraux, des ramifications postérieures dans les ailerons dorsaux postérieurs ou encore un canal sensoriel infraorbital suit la suture prémaxillaire. Les dipneustes vivent dans des eaux stagnantes et à courant lent avec une forte végétation. Ils possèdent des poumons primitifs bien utiles selon les saisons. Comme le poisson précédent, lorsque la sécheresse s'installe, il est paré pour y survivre. Pendant les périodes de sécheresse, l'oxygène peut se faire rare dans les eaux de leurs différents habitats. Leurs poumons et leur pseudo-locomotion sont donc une chance supplémentaire pour eux de passer cette saison délicate. C'est le cas des dipneustes actuels, comme on peut imaginer que les dipneustes d'aujourd'hui ont toujours de nombreux points communs avec ceux d'hier. Ils seraient donc eux aussi en capacité de remonter régulièrement à la surface, 1 ou 2 fois par heure pour respirer de l'air. Mais ce ne sont pas ces caractéristiques, même si elles sont intéressantes à observer, que j'aimerais te faire découvrir ici. Certains spécimens contemporains sont assez surprenants et émerveillent toujours autant les scientifiques comme les amateurs du monde piscicole. L'été, Neoceratodus forsteri, le dipnosteute d'Australie, s'enquiste. C'est-à-dire qu'il creuse un terrier dans la vase, hors de l'eau, en début de saison sèche. Et ce n'est pas tout, il secrète également un mucus qui l'enferme dans un cocon. Il peut y rester plusieurs années si la sécheresse perdure. De telles capacités pour la survie sont tout simplement extraordinaires. L'essence même d'un poisson, c'est d'être un animal aquatique à part entière. Et pourtant, lui est capable de s'envaser, de former un cocon protecteur hors de l'eau et de survivre à la sécheresse. De plus, le cocon est, d'après de récentes découvertes, un tissu vivant qui possède des propriétés antimicrobiennes. Autrement dit, on pourrait définir en quelque sorte ce cocon comme un système immunitaire externe. Voyons maintenant le Gogonassus. Gogonassus est, contrairement aux derniers membres que nous avons pu voir, une espèce éteinte. En revanche, comme eux, les Gogonassus partagent quelques caractéristiques des poissons et des tétrapodes. Nous avions évoqué l'importance des récifs dans les écosystèmes marins. Nous avons ici un témoin privilégié de cet élément clé pour de nombreuses espèces. Bon nombre d'entre elles dépendaient de ces récifs. C'est aussi le cas de Gogonassus. Ce poisson vivait dans ce qui était un récif corallien de 1400 km entourant le nord-ouest de l'Australie, au large de Kimberley. Son squelette montre certaines caractéristiques propres aux tétrapodes, notamment ses nageoires, où l'on voit apparaître les signes précurseurs des os de l'avant-bras, le radius et le cubitus. La cladistique, c'est-à-dire l'étude des transformations évolutives des caractères, a permis de mettre en évidence que cette apparence de poisson est pourtant plus proche des vertébrés terrestres que des poissons à nageoires rayonnées. Tiens, non loin de Gogonassus se trouve un autre sarcoptérygien, Dipterus. Dipterus est un poisson de taille moyenne, environ 35 cm. Il ressemble un peu au dipneuste d'Australie moderne que nous avons eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure. Lui non plus ne possède pas de vessie natatoire ou vessie gazeuse. Cette vessie joue pourtant un rôle primordial chez de nombreux poissons. Elle se présente comme un sac à parois minces et elle est remplie de gaz. Elle détermine la profondeur à laquelle le poisson flotte dans l'eau. Ça lui permet de se déplacer à la profondeur qu'il veut, en ajustant la densité de la poche en fonction de celle de l'eau dans laquelle il vit. Mais ne nous attardons pas trop.
j'aimerais voir de plus près notre prochain poisson avant que celui-ci ne s'éloigne. Il s'agit d'Ostéolepis. Il est sans doute le plus petit membre que nous avons rencontré jusqu'ici. Il s'agit pourtant bien d'un sarcoptérygien du Dévonien. Proche de la base de l'arbre généalogique des tétrapodes, lui aussi, il avait quelques particularités qui le distinguaient des autres membres du groupe des sarcoptérygiens. Il mesurait environ 20 cm et il était couvert de grandes écailles carrées. Et ce sont justement ces écailles qui doivent attirer notre attention. Elles sont assez particulières. Elles sont recouvertes d'une fine couche de matière osseuse spongieuse, appelée cosmine. Dans cette couche de cosmine, il y a des canaux reliés à des cellules sensorielles plus profondes dans la peau. Les études des fossiles ne permettent pas encore de l'affirmer. Mais il semble que ces cellules sensorielles offraient peut-être la faculté à ce poisson de détecter les vibrations de l'eau. Comme tu peux le voir, chacun de ces spécimens que nous avons rencontrés, malgré leur groupe d'appartenance commun, ont développé des atouts pour la survie ou la chasse bien distincts en fonction de leurs besoins et de leur milieu de vie. Voyons maintenant Panderictis. Panderictis a un crâne extérieurement semblable à celui d'un tétrapode, mais la boîte crânienne a conservé l'articulation intracrânienne. Il se conforme entièrement au modèle généralisé des poissons à nageoires lobées et ne partage aucune caractéristique dérivée évidente avec les tétrapodes. Avec ses airs de poisson-chat, il possède pourtant lui aussi des poumons primitifs. C'est déjà un bel atout pour tenter quelques sorties terrestres à l'occasion. Mais ce sont les nageoires qui vont là encore nous intéresser plus particulièrement. En effet, ces nageoires pectorales sont des prototypes des membres des tétrapodes, car elles sont charnues et munies d'os. Elles sont sans doigts et finalement assez peu articulées, mais c'est tout de même l'un des premiers du genre à bénéficier de cet atout pour se déplacer sur Terre. La chose n'était sans doute pas très aisée pour lui pour autant. En effet, ses nageoires pelviennes sont encore très primitives. Elles ne lui permettent pas de prendre appui. Or, c'est l'un des éléments essentiels pour la locomotion. On peut profiter de cette rencontre pour se pencher sur la question de la locomotion de ces espèces. D'après les scientifiques, on peut considérer celle-ci comme une sorte de transition, si l'on peut dire, de la nage à la marche à proprement parler des tétrapodes, c'est-à-dire avec une propulsion des membres postérieurs. Ici, on peut voir que la propulsion se fait par appui sur les membres antérieurs et ondulation du reste du corps. C'est un peu particulier en termes d'esthétique, mais ça fonctionne. On a face à nous l'un des êtres vertébrés capables de se déplacer grâce à ses membres hors de l'eau. C'est un petit pas pour ce sarcoptérygien, mais un grand pas pour les tétrapodes à venir. J'aimerais enfin te faire découvrir Elpistostege watsoni. Il rappelle vaguement l'alligator avec son crâne massif, aplati et triangulaire. Il est bâti pour saisir et broyer des proies. Il a fait l'objet d'une étude récemment, en 2021 pour être plus précis. En effet, ce spécimen marin a toujours posé question. Seul problème, pour y répondre, les scientifiques avaient besoin de matières analysables, et cela, ils en manquaient cruellement. Les fossiles retrouvés étaient trop incomplets pour permettre d'étayer certaines hypothèses. En août 2010, des employés du parc national de Miguasha, au Québec, tombent par hasard sur des restes enfouis dans une strate de roches sédimentaires de la formation d'Escuminac, un important site fossilifère. Au fil des découvertes et de la maîtrise de nouvelles technologies, les scientifiques vont enfin pouvoir étudier ces fossiles sous un angle différent. Dès lors, ils vont aller de surprise en surprise.
Avec ses fortes nageoires pectorales et pelviennes, son corps allongé recouvert d'écailles et ses branchies, l'animal ressemble à un poisson. En toute logique, on le classe donc dans ce groupe. Pourtant, il s'avère que Elpistostege watsoni, bien caché dans ses nageoires, possède aussi des osselets dont l'organisation évoque des doigts comparables aux nôtres. Et cette fois, on est bel et bien face à une caractéristique spécifique des tétrapodes. Ce sont des scans de grande résolution qui ont permis de mettre en lumière ces phalanges. Ce sont véritablement des doigts enfermés dans des nageoires. On voit ici clairement l'apparition de la main des vertébrés terrestres. Il utilisait ses nageoires pour s'appuyer et se traîner sur le rivage. Dire qu'il s'agit d'un poisson ou d'un tétrapode, le débat reste encore ouvert. Toujours est-il que nous avons maintenant la réponse à notre question. Pourquoi ces poissons se sont adaptés à une vie terrestre? Le manque d'eau et donc d'oxygène a favorisé cette adaptation. Voyons maintenant notre dernier groupe d'ostéictiens. Les chondrichtiens forment un nouveau groupe du Dévonien, issus eux aussi des poissons ostéictiens. Ils ne vont cependant pas croître aussi rapidement que leurs cousins sarcoptérygiens et actinoptérygiens. Bientôt, ils parviendront eux aussi à conquérir les mers. Pour le moment, ils tentent une apparition timide, avec notamment le requin primitif Cladocélache. En étant attentifs, nous devrions en apercevoir un. Cette zone océanique est son terrain de jeu favori. Voici Cladocélache. Cladocélache est un genre de requin, le tout premier de ce genre d'ailleurs. Doté de 5 à 7 branchies et de très bonnes nageoires, il apparaît vers la fin du Dévonien. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, même si c'est un très bon prédateur, il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire comme certains requins que nous connaissons aujourd'hui. Mesurant entre 60 et 180 cm de long, il en impose. Malgré les apparences, il se nourrit seulement de crustacés. Mais il est aussi la proie d'un poisson bien plus gros et puissant à cette époque, le placoderme de grande taille d'Encleostus. Tout aussi puissant soit-il, il ne peut rien face à un Decleostus de cette envergure. Les océans et les cours d'eau du Dévonien abritent des créatures surprenantes. Tu as pu voir de tes propres yeux combien leur radiation est extraordinaire. Ils se sont largement développés, mais aussi beaucoup diversifiés. Tu comprends également sans doute mieux pourquoi on évoque le Dévonien comme l'âge d'or des poissons. Une petite bouffée d'oxygène ne nous ferait sans doute pas de mal après ces longues minutes sous l'eau. Que dirais-tu de remonter un peu à la surface, voir ce qu'il s'y passe? Sur Terre aussi, beaucoup de choses ont changé. Prenons un peu de hauteur afin d'admirer cette nouvelle facette du paysage continental. On voit nettement l'expansion du territoire des Cladoxylopsides, avec notamment la forte présence de Wattieza, mais aussi de lycopodes, des plantes herbacées. Regarde ce paysage verdoyant à perte de vue. N'est-ce pas saisissant? Nous sommes face à l'une des toutes premières forêts de toute l'histoire de notre planète. La toute première. Les tout premiers poumons verts de la planète sont là, juste devant toi. Cette première forêt a éclos ici, aux abords des mers, des lacs et des rivières. Il y a encore quelques millions d'années, la végétation se limitait à un couvert végétal herbacé. Les plantes ne dépassaient guère les 10 cm tout au plus. Et pourtant, regarde. Juste devant toi, cet arbre mesure sûrement dans les 8 mètres de haut. D'autres plantes viendront occuper les différents étages de la forêt.
Bientôt, après les plantes herbacées, les arbustives et même les plantes arborescentes viendront occuper l'espace en s'élevant toujours plus haut vers le ciel. Ce développement et cette prise de hauteur ont lieu au Dévonien. Mais si tu le permets, restons encore quelques minutes au Silurien avant d'aborder à nouveau le Dévonien qui nous intéresse. Tu vas assister à l'explosion des végétaux sur Terre. Quand nous avons quitté la terre ferme du Silurien, seul le paysage côtier semblait un tant soit peu accueillant. On pouvait voir des plantes rampantes coloniser les sols à proximité de ces points d'eau, source de vie. Et c'est là, ici même, que tout a commencé. Et voilà, nous y sommes, à l'aube de la toute première forêt terrestre. Ce n'est plus un simple tapis verdoyant aux abords des littorales, mais une véritable forêt luxuriante, diversifiée et occupant différents étages qui ancrent ses racines et étend son territoire. Cette forêt devient l'un des protagonistes de notre histoire. Si les poissons sont des acteurs majeurs de cette période au vu de leur formidable radiation, la forêt, elle, joue un rôle essentiel pour la suite de notre récit. Sans elle, la vie n'aurait jamais été possible sur Terre. Les plantes tirent parti de la photosynthèse pour croître. Si elles absorbent en quantité du dioxyde de carbone, elles dégagent également du dioxygène. Elles enrichissent l'air que les animaux d'ici peu vont pouvoir respirer à plein poumon. La forêt, tout comme les récifs de la mer, devient un élément essentiel d'un tout nouveau écosystème. Un écosystème où la nature abonde et où les abris ne manquent pas. Un écosystème riche et foisonnant où la vie pourrait s'installer durablement et croître sereinement. Voyons maintenant d'un peu plus près ces fameux végétaux du Dévonien qui ont redistribué les cartes de la vie sur Terre. Peu à peu, ces premiers végétaux ont permis l'émergence de nouvelles plantes, notamment les fougères et les lycopodes. Certains scientifiques pensent que ces derniers constitueraient les premiers végétaux arborescents. Mais qu'est-ce qui définit une forêt? La forêt forme un écosystème où la vie de chaque espèce est liée à celle des autres espèces qui l'entourent. Cet écosystème est pluriel, diversifié et constitué de plusieurs organes complémentaires. Une forêt, ce sont différents étages, différentes strates. Au sol, on retrouve la strate mucinale, ensuite la strate herbacée, la strate arbustive et enfin la strate arborescente. C'est la formation de ces différents étages qui permet de constituer un véritable écosystème qui permet de combler les besoins d'une grande variété d'espèces, du plus petit insecte jusqu'au plus gros des carnivores. Jusqu'ici, seule la strate herbacée était parvenue à se développer. Mais le premier travail des sols a permis à la strate mucinale, puis à la strate arbustive et enfin arborescente de se développer. Sur le continent, c'est la toute première fois de toute l'histoire de notre planète que le sol est habité par un couvert végétal aussi riche et luxuriant, et par de plus en plus d'insectes qui, à leur tour, favorisent la croissance et l'expansion de la forêt. On est loin du spectacle de désolation que la terre ferme pouvait offrir jusqu'alors. Cette fois, le paysage est presque rassurant. La vie est présente. On se sent plus seul dans ce vide au milieu du chaos de roches et de poussière. Voilà, enfin, la vie a pris ses marques. La vie s'est enracinée au sol. Depuis, elle n'a d'ailleurs plus jamais quitté le continent. Bien sûr, la vie a connu des hauts et des bas, mais elle est là, bien présente et prête à tout pour s'adapter et survivre. Comment la Terre est-elle parvenue à se parer d'un joli vert profond? Comment la végétation a-t-elle conquis les terres émergées? Il a fallu du temps
et surtout des conditions bien particulières réunies. On entend souvent parler de la grande biodiversification des embryophytes, c'est-à-dire des plantes terrestres. Au cours du Dévonien, on assiste en effet à une véritable diversification des végétaux. Une radiation extraordinaire opère, et le couvert végétal est radicalement différent de ce que nous avions pu connaître jusqu'alors. Toutes les masses continentales se couvrent d'un tapis végétal varié. Les phyllocophytes se développent largement et occupent un étage médian. Le couvert végétal ne se situe plus simplement au ras du sol, mais gagne en hauteur. On voit également apparaître des plantes arborescentes qui occupent cette fois un étage un peu plus élevé encore. Bien sûr, dans un premier temps, cette grande explosion de la diversification et de la radiation des plantes opère surtout près des côtes, des rivières et des plans d'eau. Celles-ci ont besoin de cet élément à proximité pour deux raisons. La première, c'est qu'il constitue un nutriment essentiel au même titre que le rayonnement solaire ou le carbone pour créer du glucose. La plante consomme de l'eau, mais elle a également besoin d'un milieu humide pour sa reproduction. Ces plantes se reproduisent par spores, les végétaux spermatophytes n'étant pas encore apparus. Lorsque l'on évoque la reproduction des plantes, on songe dans un premier temps aux fleurs et aux graines. Pourtant, des plantes sans fleurs et sans graines, comme les mousses, les lichens et nos fameuses fougères, peuvent coloniser des sols très variés, sans rien de cela. La reproduction de ces plantes est pour la grande majorité d'entre elles rendue possible grâce aux spores. Les spores sont des cellules produites à l'intérieur des sporanges qui permettent la reproduction et donc la naissance de nouvelles plantes. Chez les fougères, les spores sont généralement produites par la plante feuillée. Sur la face inférieure des feuilles, des amas de sporanges de couleur jaune orangé apparaissent. Chacun de ces sporanges constitue une sorte de petit sac qui renferme en fonction des espèces un certain nombre de spores, donc des cellules de la plante. Ces spores, microscopiques et très légères, peuvent se disperser grâce au vent principalement. Mais pour que la magie opère, il ne suffit pas qu'une simple brise disperse la fine poussière renfermant le patrimoine génétique de la plante. Il faut que ces spores puissent germer et donner elles-mêmes naissance à un nouveau plant. Or, pour que cette étape se réalise, trois conditions essentielles doivent être réunies. La première concerne le climat. Il faut une température convenable, ni trop chaude ni trop froide, sans quoi la germination ne prendra pas. Ensuite, il faut que l'humidité soit suffisante. Et c'est là que nous comprenons alors pourquoi ces plantes sont parvenues à coloniser plus facilement des terrains à proximité de plans d'eau qui sont bien sûr plus humides et donc plus propices à la germination. Enfin, pour que le plant se développe, il faut bien sûr que celui-ci trouve les éléments nutritifs essentiels à son développement. La qualité du sol, de l'eau ou encore de l'ensoleillement aura un impact positif et bienfaiteur sur sa croissance. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est surtout l'importance de l'humidité dans la reproduction des plantes à spores et leur grande expansion au cours du Dévonien. C'est tout du moins ce qui nous permet de comprendre pourquoi les zones humides ont été le point de départ des premiers couverts végétaux. Nous pouvons également retenir que cette colonisation importante des végétaux a été favorisée pour deux raisons. La première est d'ordre climatique. En effet, au Dévonien, nous l'avons vu, le climat est chaud et humide. Autrement dit, toutes les conditions nécessaires au bon développement des plantes sont réunies. La seconde raison est plutôt à chercher du côté de la chaîne alimentaire. Si les plantes ont envahi ce nouvel espace terrestre assez rapidement, ce n'est pas encore le cas des animaux. Il n'y a donc aucun herbivore à l'horizon.
Rien, ni personne ne freine la conquête des plantes. Elles peuvent se développer à loisir et s'étendre à foison. Beaucoup de plantes à spores se développent donc au cours de la période. On retrouve notamment l'expansion du groupe des Cladoxylopsides. Ils font partie des genres arborescents comme plusieurs espèces de fougères de l'époque. Chez les Cladoxylopsides, l'un des genres les plus populaires est le Wathieza Eospermatopteris. Dès le Dévonien moyen, il constitue les premières forêts. C'est un bond de géant pour la flore. La végétation prend une toute nouvelle forme. On passe, en quelques millions d'années bien sûr, d'un simple tapis végétal à la constitution d'une véritable forêt. Wathieza pouvait atteindre jusqu'à 8 mètres de haut. Il se situe visuellement entre le palmier et la fougère arborescente. Comme la fougère, Wathieza n'a d'ailleurs pas de feuilles, mais ce que l'on appelle des frondes. Ces frondes étaient installées sur la couronne de la plante, c'est-à-dire sur la partie haute. D'après les analyses scientifiques, on peut penser que les frondes tombaient au fil de la croissance de la plante. La base de la tige, une fois la cicatrisation réalisée par la plante, constituait alors le tronc. Beaucoup de palmiers actuels ont adopté le même mécanisme de croissance. Grâce à la découverte d'un grand ensemble de spécimens à Gilboa, aux États-Unis, les scientifiques ont pu étudier différentes parties de cette plante. Ce n'est cependant qu'en 2005 que nous avons eu les connaissances et la technologie nécessaires pour obtenir une vision complète de la plante au plus proche de la réalité. Wathieza n'était pas le seul genre à avoir fait progresser ses racines à la verticale dans le sol, afin de s'installer durablement sur le continent. Durant la même période au Dévonien moyen, on peut aussi voir Pseudosporocnus. Celui-ci est plus petit, 3 mètres de haut environ. On pourrait le classer dans la strate arbustive, tout comme Pietschia, ou encore Calamophyton, qui se rapproche de Pseudosporocnus. Qui dit plantes arborescentes et donc à première vue un arbre ne dit pas forcément bois. On en est encore aux prémices de cette végétation. Les troncs sont dans un premier temps assez fragiles. Les mauvaises conditions météorologiques ou les parasites pouvaient être fatales pour ces végétaux. Outre l'expansion des végétaux et l'apparition des différentes strates de la forêt, il y a également un autre changement important chez ceux-ci, notamment parmi les végétaux faisant partie de la strate arborescente. C'est l'apparition du cambium. Le cambium, c'est le tissu, bois ou liège qui se forme à l'intérieur du tronc. Celui-ci permet de conduire la sève brute des racines aux feuilles, mais aussi d'assurer un meilleur soutien et un maintien plus solide à la plante. Ces plantes à cambium, on les retrouve sous diverses formes, comme chez Aneurophyton, une plante de type buisson avec de fortes ramifications, chez Rélimia ou encore Runcaria. Il serait temps pour nous de s'approcher un peu plus de cette première forêt et de la découvrir de l'intérieur. C'est dans l'actuelle Écosse que l'on retrouve les fossiles de ce que l'on pourrait estimer être les toutes premières colonies végétales. L'une des régions d'Écosse est riche en cherts, une roche silicieuse produite par des sources chaudes. Elles sont nombreuses ici au Chert de Rini, en raison du volcanisme important. Ce qui est assez incroyable au sujet de ce gisement fossilifère, c'est la qualité des fossiles eux-mêmes. Ils permettent de reconstituer tout un écosystème local. Au niveau végétal, les scientifiques ont ainsi pu mettre en lumière la présence de plusieurs espèces différentes qui cohabitent dans un même lieu. On retrouve ici 7 genres d'embryophytes, essentiellement des trachéophytes déjà bien adaptés au milieu terrestre. Ils ont des trachéides, des sortes de petits circuits pour le transport de la sève, les rhizoïdes,
c'est-à-dire des petits filaments qui se développent sur la tige, et des stomates, une ouverture naturelle sur l'épiderme de la tige ou de la feuille, qui assure des échanges gazeux avec le milieu extérieur pour la respiration ou l'excrétion. C'est le cas de Rhynia, une rhiniophyte, mais aussi d'Astéroxylon, un leucophyte. On retrouve également des formes plus primitives, présentant encore des caractères de bryophyte, comme Aglaophyton. Non loin, on peut également noter la présence de Charophytes, une algue douce ou encore un pseudolichen, sans doute le premier du genre, Winfrenatia reticulata. La plupart des espèces que nous avons citées se développent en îlots, contrairement à d'autres plantes que nous connaissons, notamment à graines, qui ont tendance à être plus éparses. Cela s'explique par leur mode de reproduction par clonage de cellules. Ce développement est typique des organismes dont les capacités d'exploitation du milieu sont limitées, tant pour l'approvisionnement en eau et sels minéraux, car elles n'ont pas encore de véritables racines, que pour la capture de lumière. Certaines espèces possèdent seulement des microphyles, des petites feuilles archaïques et les axes sont nus. S'ils présentent quelques défauts, ce mode de croissance des organismes permet une occupation rapide de l'espace disponible. C'est un précieux avantage pour être compétitif et coloniser rapidement un espace. Le genre Rhynia semble être un colonisateur précoce de sols drainés à litière végétale pauvre. Il est parvenu à tirer rapidement son épingle du jeu. Astéroxylon est une plante vasculaire que l'on retrouve également beaucoup au Dévonien. Il mesurait environ 40 cm de haut et 12 mm de diamètre. Un fossile vieux de 407 millions d'années retrouvé justement dans la tcherte de Rhynie permet de comprendre certains mécanismes de la plante. L'une des branches formées à partir d'un axe en forme de pouce est enfouie dans le sol, parfois jusqu'à 20 cm de profondeur. À la surface, il ne donne pas de feuilles, c'est encore trop tôt. On parle ici des énations. On appelle énation une structure écailleuse de type foliaire qui se différencie des feuilles par l'absence de tissu vasculaire. On trouve ce type de structure chez certaines plantes primitives, par exemple dans le genre Rhynia ou notre fameux Astéroxylon. Les énations, comme les axes de la plante, sont également dotés de pores que l'on appelle des stomates. Ces derniers contrôlent le taux d'échange de gaz. Un stomate est un pore bordé par une paire de cellules parenchymateuses spécialisées appelées cellules de garde qui régulent la taille de l'ouverture stomatique de la plante. La plante était donc assurément capable d'utiliser la photosynthèse comme source d'énergie. L'un des emblèmes du Dévonien est l'Archaeopteris. Il appartient au groupe fossile des progymnospermes et est considéré par de nombreux scientifiques comme le premier arbre moderne. Il s'apparente à une fougère, avec un tronc se rapprochant de ceux des conifères, et il peut atteindre 40 mètres de haut. Attention de ne pas confondre Archaeopteris, qui est sans doute le plus vieil arbre du monde, avec Archaeopteryx, le plus vieil oiseau du monde. Archaeopteris signifie fronde ancienne. Le Dévonien représente la toute première conquête végétale du sol terrestre proprement dite. Mais cette colonisation met les différentes espèces en compétition. Une course à l'espace acquis, mais aussi une course à la lumière sont rondement menées. L'anatomie du tronc en fait de véritables arbres. Avec Archaeopteris, le bois devient à la fois élément de soutien et tissu conducteur, une conjonction particulièrement adaptée pour aller chercher la lumière en hauteur. Du fait de son tronc si particulier, les scientifiques le considèrent comme le premier arbre moderne connu.
D'après la paléobotaniste de l'Université de Montpellier, Brigitte Meyer-Berthaud, il captait un maximum de lumière grâce à ses longues branches horizontales, portant des feuilles dotées d'organes photosynthétiques remarquables. Dans sa partie la plus haute, notre Archaeopteris, à l'origine des premières forêts, avait des cellules bien particulières. Des cellules dites méristématiques. Un méristème est un tissu de cellules végétales de type embryonnaire, non différencié, qui ont la capacité de se diviser par mitose un nombre indéfini de fois et une multiplication rapide. Les méthodes de reproduction évoluent également, dans le sens où les sporanges ne suffisent pas à préserver et développer les espèces, car les conditions nécessaires à leur développement sont assez complexes, notamment en termes de taux d'humidité. La technique du marcottage est utilisée par Archaeopteris. Elle consiste à faire prendre racine à l'une de ses branches en l'enfouissant dans le sol. L'arbre pouvant alors repartir sur une autre base. L'Archaeopteris peut également utiliser la technique du bouturage. Dans ce cas, un nouvel arbre peut se développer à partir d'un simple fragment de branche qui s'est mis à produire des racines dans le sol. Les insectes ont hérité de leurs ancêtres arthropodes l'exosquelette, les membres articulés, les yeux composés. Avec leurs cousins les myriapodes, les insectes vont massivement investir les terres émergées. Leur carapace est un atout pour se protéger, mais aussi pour lutter contre la pression de l'air. Rhiniella praecursor est une espèce de colambole, des arthropodes souvent sauteurs. Cette espèce a elle aussi été découverte à Rhynie, en Écosse. Elle date du Dévonien inférieur. Il est considéré comme le plus ancien columbole et hexapode connu, datant d'environ 410 millions d'années. Les hexapodes forment un embranchement des arthropodes et comprennent 4 grands groupes: les protoures, les diploures, les insectes et justement nos fameux columboles. Aujourd'hui, les columboles sont parmi les arthropodes les plus abondants qui peuplent les sols, mais également les rochers, les troncs d'arbres et autres milieux en contact plus ou moins direct avec le sol. Certaines espèces vivent dans les milieux humides, tels que les mares et les tourbières. Pas étonnant donc que l'on retrouve ces petits animaux aux abords des zones humides et des premières végétations. On pouvait également apercevoir dans la région des Palaeocarinidae, une famille éteinte et fossile d'arachnides, appartenant à l'ordre également éteint et fossile des Trigonotarbida. Ce sont nos premières araignées terrestres. Ici, nous avons un spécimen de Gilboarachné. Un peu plus loin, il s'agit d'un autre Palaeocarinidae, Atercopus. Il fait partie quant à lui de l'ordre des Uraraneida. À ce stade de l'évolution, les araignées et les scorpions sont finalement encore assez proches. Celles-ci ressemblent aux araignées capables de produire de la soie, mais elles ne sont pas encore dotées de vraies filières. Elles conservent également un abdomen segmenté, portant une queue en forme de flagelle, qui rappelle celle d'un scorpion fouet. Les scientifiques, d'après les études fossiles, estiment que cette espèce est finalement très proche de l'origine des araignées. Outre les araignées, il n'était pas rare de voir des mille-pattes aux dévoniens, comme le Dévonobius et le Dévonocarus, ou encore des pseudoscorpions, comme Dracocella. Les insectes jouent un rôle prépondérant pour maintenir l'équilibre d'un écosystème. Ils assurent un rôle majeur pour la fertilité des sols en décomposant les feuilles mortes ou en disséminant les spores de champignons. C'est leur travail méticuleux des sols qui va permettre de participer au développement des végétaux et de rendre possible l'émergence de nouvelles espèces. Malgré leur petite taille, ce sont bel et bien eux
qui entretiennent et maintiennent la richesse écologique de leur milieu. Ils sont les partenaires de la forêt et ont favorisé son expansion. D'ailleurs, en parlant des végétaux et d'enrichissement du milieu, maintenant que tu es au point sur les tétrapodomorphes, j'aimerais que nous retrouvions les marécages et les mangroves non loin de cette forêt, afin de pousser un peu plus loin nos investigations sur ces espèces si particulières. Nous avons vu tout à l'heure pourquoi les tétrapodomorphes avaient fraîchement acquis des poumons. Cette caractéristique leur permet de survivre lorsque l'eau et l'oxygène viennent à manquer. Mais il serait intéressant de pousser un peu plus loin nos investigations et de comprendre également les changements du côté de leur squelette et de leur capacité de locomotion. La végétation a exercé un fort impact sur la vie. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a joué un rôle prépondérant également sur la vie aquatique, même si ce n'est pas son milieu naturel de base. S'il est vrai que les plantes s'installent sur la terre, aux abords des rivières et des mangroves, il faut imaginer que ces végétaux ne s'implantent pas uniquement sur la terre ferme. Les racines s'enchevêtrent également dans l'eau, où elles puisent quelques ressources. Cet enchevêtrement de racines et de jeunes pousses de plantes, de feuilles mortes et d'autres débris végétaux, ce capharnaüm végétal, est un abri idéal pour certaines espèces de poissons qui redoutent les prédateurs marins. Ici, bien cachés au milieu de tous ces végétaux, ils peuvent se camoufler. Un tel abri est une aubaine pour ces espèces, quand on se souvient combien les poissons, armés de dents et d'une capacité de nage bien plus évoluée, peuvent être dangereux. Et puis, la nourriture enfouissant le sol ne manque pas. Les déchets organiques des plantes fournissent une ressource alimentaire abondante aux poissons filtreurs, par exemple. En revanche, se déplacer dans de telles conditions, ce n'est pas une mince affaire. Leurs nageoires ne leur sont d'aucune utilité ici. Pour se frayer un chemin, il faut s'immiscer, s'accrocher, se hisser. Des pattes seraient bien plus efficaces. C'est alors que l'évolution fait son œuvre, après plusieurs centaines de milliers d'années bien sûr, pour pallier les difficultés de déplacement de ces animaux et répondre à leurs besoins. Ils troquent leurs nageoires inutiles contre des pseudopates bien plus adaptés au terrain de jeu de ces poissons. Tu as eu l'occasion de voir les prémices de l'évolution et la radiation de certains poissons vers les tétrapodes. Ils adoptaient des caractéristiques spécifiques des poissons, mais également des futurs tétrapodes. On les appelait les tétrapodomorphes. Tu vas voir ici que certains d'entre eux, encore tétrapodomorphes, se rapprochent bien plus encore des tétrapodes. Certains d'entre eux sont d'ailleurs considérés par les scientifiques comme les premiers véritables tétrapodes que la Terre ait accueillis. On a découvert l'espèce de Tiktaalik assez tardivement, en 2004, dans la région du Canada. Il vit dans des eaux très peu profondes. Pour parvenir à rester immergé, la nature l'a doté d'un corps et d'une tête très aplatie. L'animal est assez impressionnant. Il te fait sans doute penser à nos crocodiles actuels. Et tu n'es pas tout à fait loin du compte, car Tiktaalik occupe la même niche écologique. Il vit lui aussi dans les eaux saumâtres des plans d'eau marécageux ou des mangroves. Si ces eaux saumâtres constituent l'abri naturel idéal, Tiktaalik a malgré tout un défaut majeur. Si les difficultés de déplacement ont été résolues par une nouvelle morphologie plus adaptée, l'eau est très pauvre en oxygène. Il faut donc combler ce besoin vital. Tiktaalik parvient à pallier cette difficulté grâce à une adaptation de son physique à sa niche écologique. Ses narines et sa bouche se situent au-dessus de la tête. Il n'a donc pas besoin de sortir complètement de l'eau pour recharger son corps en oxygène. Il peut garder son corps immergé puisqu'il lui suffit de laisser simplement son nez à fleur d'eau.
Comme Panderictis, Tiktaalik est un animal aquatique qui possède des nageoires ainsi qu'un appareil branchial bien développé. Néanmoins, il peut respirer à l'air libre, comme en témoigne la présence d'un spiracle, une sorte de siphon relativement large sur la face supérieure de son crâne. Son nouveau squelette, ainsi que ses poumons et ses nouvelles capacités, lui permettent de se ranger dans la catégorie des tétrapodomorphes évolués. Il possède à la fois les caractéristiques des poissons, mais aussi quelques-unes des futurs tétrapodes. C'est une espèce intermédiaire entre ces deux classes, une sorte de subtil mélange des deux qui permet de mieux comprendre les radiations suivantes et de suivre le fil de l'évolution de ses descendants. Il n'est pas le seul, bien sûr. Nous avons pu voir d'autres poissons ayant les mêmes caractéristiques, mais il se rapproche bien plus des tétrapodes. Son évolution est plus aboutie, si l'on peut dire, et ses aptitudes plus poussées. Tiktaalik a la capacité extraordinaire de respirer aussi bien dans l'eau que sur Terre. Très peu d'espèces ont cette habilité. De plus, grâce à ses pattes nageoires si particulières, il peut également se déplacer en surface. Bien sûr, passer d'une mare à l'autre devait lui demander un peu d'énergie. Il devait ramper ou se tortiller, mais il n'empêche qu'avec un peu d'effort, il y parvenait. Il peut donc conquérir de nouveaux milieux et étendre son territoire. Il faudra attendre quelques millions d'années. 30 millions d'années et l'arrivée du Dévonien supérieur, pour être tout à fait précis, pour voir évoluer ces tétrapodomorphes et l'arrivée de nouvelles espèces. Cette fois, les animaux que nous allons découvrir ne présentent plus une formidable mosaïque de caractéristiques que comprennent les poissons et les tétrapodes. Ils se rapprochent très nettement des tétrapodes. Certains scientifiques affirment même que certains d'entre eux pourraient être considérés comme les tout premiers tétrapodes ayant vécu sur Terre. On parle également de tétrapodes stégocéphales. Les premiers représentants de ce qui se rapproche le plus des tétrapodes sont encore majoritairement aquatiques. Ils pointent le bout de leur nez régulièrement hors de l'eau, mais ils ne passent pas encore la majeure partie de leur temps sur la terre ferme. En nous aventurant un peu plus profondément dans ce marécage, nous devrions découvrir quelques-uns d'entre eux. Voici justement Acanthostega. Approchons-nous un peu plus près. Lui est un peu particulier. On peut se rendre compte en observant sa morphologie qu'il est bien plus adapté au déplacement terrestre. Il mesure environ 60 cm. Il est donc de taille modeste si on le compare à l'Ichthyostega. Mais ce sont surtout son squelette et ses pattes, et non sa taille, qui lui permettent d'adopter de nouvelles habiletés sur le sol continental. Il possède 8 doigts sur chaque main reliés par un étui tendineux. Il n'a pas encore de poignet, l'articulation est donc encore limitée. Il est malgré tout le premier à adopter ce changement de dominance locomotrice de la ceinture pectorale à la ceinture pelvienne. Il existe de nombreux changements morphologiques qui permettent à la ceinture pelvienne d'Acanthostega de devenir une structure portante. Et ça change tout dans l'aisance des déplacements à 4 pattes. Chez Acanthostega, il y a contact entre les deux côtés et fusion de la ceinture avec la côte sacrée de la colonne vertébrale. Ces fusions rendent la région pelvienne plus puissante et équipée pour contrer la force de gravité lorsqu'elle n'est pas soutenue par la flottabilité d'un environnement aquatique. Car c'est bien là tout le problème pour les vertébrés. Supporter la gravité lorsqu'ils sont au grand air et non soutenus par l'eau. Si ces changements sont d'une aide précieuse, il est encore fragile et à la merci de la gravité lorsqu'il se déplace à l'air libre. Doté d'ouïes et de poumons, il pourrait donc utiliser les deux selon qu'il se trouve sous l'eau ou à la surface. Mais ses côtes sont trop courtes pour soutenir la cage thoracique hors de l'eau.
Il ne peut donc pas s'aventurer trop longtemps sur la terre ferme. Les caractéristiques d'Ichthyostega permettent de faire le lien entre l'évolution des vertébrés marins et les vertébrés exclusivement terrestres. Malgré son profil idéal pour une vie sur la terre ferme, il reste encore beaucoup dans l'eau. Ichthyostega tétrapode stégocéphale est sans doute l'un des plus vieux vertébrés à 4 membres de toute l'histoire de notre planète. Ces membres, il les utilisait pour naviguer, si l'on peut dire, dans des cours d'eau. Il utilisait son corps et sa queue pour la locomotion et ses nageoires pour la direction. Ichthyostega n'est pas très friand du monde marin et lui préfère les eaux peu profondes des rivières, des mangroves ou encore des marécages. Ichthyostega est un animal long de près de 1,5 mètre. C'est déjà un beau spécimen lorsque l'on songe au fait qu'il se déplace finalement dans très peu de fond. Le crâne est aplati, avec des yeux placés sur le dessus et armé de grandes dents au niveau des mâchoires. Tu devines donc facilement son régime alimentaire. Même si l'on utilise couramment le terme de tétrapode pour classer cet animal et qu'on le considère même comme l'un des tout premiers tétrapodes, utiliser le terme tétrapodomorphe ne serait pas tout à fait une erreur. Malgré la présence de doigts, il possède en effet 7 doigts sur chaque membre postérieur. Il s'agirait, selon certains scientifiques, plutôt d'un groupe basal, autrement dit un groupe frère, plutôt qu'un tétrapode à part entière. On peut notamment noter la présence d'une nageoire caudale qui contient des rayons, semblables à celles des poissons. S'il est doté de poumons, il utilise également ses branchies comme principal moyen d'évacuer le dioxyde de carbone. Cependant, contrairement à d'autres spécimens similaires et contemporains de l'Ichthyostega comme Eusthenopteron ou Panderictis qui sont assez proches dans leur morphologie, Ichthyostega reste un tétrapodomorphe bien plus évolué. Ce dernier a par exemple les vertèbres et des côtes plus robustes et plus développées à la différence d'Acanthostega que nous avons observé à l'instant. Il peut donc mieux supporter la vie hors de l'eau et s'adapter plus facilement à un déplacement au sol. Si l'on ajoute à ces différentes caractéristiques la présence des doigts, tout porte à croire qu'il s'aventurait sur la terre ferme plus longuement que les autres. En tout cas, il en avait la capacité physique. Une étude parue en 2012 a d'ailleurs permis d'en apprendre davantage sur la démarche que pouvait avoir l'Ichthyostega. D'après les scientifiques du Royal Veterinary College et de l'Université de Cambridge en charge de cette étude, il n'aurait pas pu se déplacer comme on le pensait à la manière d'une salamandre. Pour mieux imaginer sa posture et ses possibilités de déplacement, le groupe de scientifiques britanniques a utilisé la technologie de modélisation en 3 dimensions. Grâce à cette maquette grandeur nature et très réaliste, ils ont pu déterminer l'amplitude du mouvement des articulations des membres de l'animal. Et ceci ne concorde pas avec la marche à 4 pattes, même à la manière d'une salamandre. D'après eux, il ne pouvait pas soulever son corps et déplacer ses membres dans un schéma de marche coordonné, comme le ferait une salamandre. Il devait plutôt se mouvoir en se servant uniquement de ses membres antérieurs. Nous pourrions comparer dans une certaine mesure l'Ichthyostega au pinnipède, tout du moins dans sa démarche. Tout comme les phoques, les éléphants de mer ou les otaries, s'ils peuvent effectivement sortir de l'eau, ils se déplacent uniquement en appui sur leurs membres antérieurs et en se propulsant vers l'avant. S'ils s'aventurent sur Terre, ils n'y vivent donc pas la majeure partie du temps, car ce genre de locomotion est coûteuse en énergie, mais ils s'y rendent de manière régulière. En d'autres termes, leur déplacement reste plus aisé dans l'eau que sur Terre. Et pour être un bon prédateur, il faut être suffisamment vif et habile dans son milieu. La chasse se fait donc pour lui dans l'eau, mais il profite pleinement de la terre ferme dès qu'il en a l'occasion.
Si l'on remonte le fil de nos dernières découvertes et que l'on résume l'évolution des descendants de poissons à membres charnus, ces derniers présentent une séquence d'adaptation impressionnante au cours du Dévonien. On remarque, d'après l'étude des différents poissons et tétrapodomorphes que nous avons pu rencontrer, que Panderictis s'adapte aux bas-fonds boueux. Tiktaalik, lui, avec des nageoires en forme de membres, peut se rendre sur Terre et les prototétrapodes ou tétrapodomorphes ont la capacité de se déplacer dans des marécages remplis de mauvaises herbes, comme Acanthostega, qui a des pieds constitués de 8 doigts. Enfin, Ichthyostega, avec des membres pleins, gagne quant à lui en aisance de déplacement et s'adapte mieux à des passages terrestres un peu plus longs. Il faudra cependant attendre l'arrivée d'une nouvelle ère, le Carbonifère, pour suivre avec attention leur évolution. Avec l'extinction de masse à venir à la toute fin du Dévonien, nous aurons assurément de nombreuses espèces nouvelles à découvrir, des radiations à comprendre et de nouveaux paysages à admirer. Mais tout cela, c'est une autre histoire, un autre voyage temporel qui nous attend.